Ici avec des sculptures de feu. Vous savez, on connaît bien ces sculptures de glace, mais là on a Icare actuellement qui est en train de brûler ses ailes au soleil. Ce sont des sculptures qui ont été réalisées sur la plage aujourd'hui. C'est une mode qui vient de Suède. On a d'ailleurs les Suédois qui brûlent juste à côté, une sorte de corne de la liberté et de l'éternité qui est juste à côté. Et j'ai avec moi Denis Magnan qui a importé, vous êtes sculpteur, vous avez importé ça à Fécamp. C'est une création à l'origine des Suédois, cet art éphémère du feu. Oui, tout à fait. C'est eux qui, d'après des légendes, ont fait ressortir le concours depuis 1995. Et maintenant, on a décidé de faire un parcours européen et qui nous permettront, disons, de voyager, de faire propager l'art éphémère, la sculpture éphémère, la sculpture de feu dans toute l'Europe. Voilà, alors certaines reprennent bien entendu cette année le thème de l'éclipse. On a juste à côté derrière moi l'éclipse. On a Icare et son rêve. On avait des planètes un petit peu partout. C'est très extraordinaire. On va voir des images qu'on a enregistrées hier car le but, c'est avec simplement quelques éléments donnés comme de la paille, de la ficelle, des bouts de bois que vous donnez. Hein. On n'a pas le droit de venir avec un camion et d'apporter une sculpture. Hein. On doit la créer sur place. Regardez cette araignée qui se déplaçait hier soir. C'était des Français qui l'ont faite. C'est extraordinaire. Et sans rien toucher, simplement par le feu, en quelques minutes, cette araignée prenait son envol. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis, c'est assez magique ici sur la plage de Fécamp, c'est spécialiste. Là, vous voyez une main qui s'ouvrait, des planètes qui s'en extrayaient. Et puis vous avez cette échelle qui grimpe vers l'éternité, peut-être pour aller mieux voir l'éclipse dans le ciel. Alors, on va voir, Denis Magnan, quelques images de la fabrication dans la journée. Il y a des règles assez strictes de ces concours quand même. Il y a un jury. Hein. Il y a un jury, des règles strictes et le matériel même pour tout le monde. Pour toutes les équipes de sculpteurs, ils sont 3 par équipe. Les sculpteurs ont quelques morceaux de bois, c'est-à-dire des barres qui font 4 mètres de long, une vingtaine ou une trentaine de morceaux de bois, des bottes de paille, de la ficelle. Et avec tous le même temps, ils doivent créer une œuvre qui doit être unique, bien sûr, et qui ne sera jamais refaite ailleurs. Une œuvre qui va disparaître complètement par le feu. Alors là, j'ai Irenio avec nous qui nous vient du Brésil. Vous êtes un marin, je crois que vous êtes venu voir l'éclipse et en même temps faire une sculpture. Je pense que c'est très important ce moment pour nous pensons la question de planète. Juste le jour de l'éclipse, j'ai produit un espace, une fenêtre pour nous penser la question de l'écologie du monde. Oui, de l'environnement, vous êtes très concerné avec la déforestation au Brésil. Juste. Le grand problème du Brésil est la question de la forêt. Les grandes empresas internationales pour toute la floresta, os laboratórios internacionais prennent toute la végétation de la floresta et exportent pour tout le pays. Voilà, je pense que l'éclipse est un bon symbole aujourd'hui. Une éclipse demain, vous allez regarder ça comme un symbole d'écologie. Juste. J'ai dit que juste un moment de réflexion sur les planètes. Voilà, les planètes sont très présentes dans ce spectacle étonnant qui est très propre à Fécamp et qui tombe très bien dans cette éclipse. Hein. Il y a une coïncidence fabuleuse quand même avec l'éclipse et puis ces sculptures de feu qui sont nées il y a 3 ans ici à Fécamp. Ouais, c'est le côté mystique justement qui rejoint le feu, la sculpture de feu. Et puis l'éphémère, le passage du temps qui est très important, entre le très bref, l'instant que l'on vit intensément, comme on vivra demain intensément, les 2 minutes 11 secondes d'éclipse qui sont prévues ici à 12h, 18 minutes et 57 secondes. Voilà, et puis on va voir les flammes, et je crois que vous allez parler d'ailleurs des flammes du soleil, car si tout va bien, demain on verra après les flammes de nos sculptures de feu, à Fécamp on verra les flammes du soleil, c'est ça Claude? Oui, on peut pas, on peut pas parler de flammes du soleil, Hubert, si? On peut parler de flammes du soleil? De façon analogique, disons. Il ne s'agit pas de flammes comme celle-là, mais c'est un phénomène qui ressemble. Il y a une certaine ressemblance, si on veut. Alors, merci à celles et ceux qui nous rejoignaient sur France 2. C'est en direct, la 9e nuit des étoiles. Nous sommes en direct du château de Malbrouck, sur la commune de Mandrennes, en Moselle. Que sait-on de plus? Reprenons de cours de ce qui s'est passé dans ce XXe siècle en matière d'astronomie. Que sait-on de plus sur le Soleil depuis le début du siècle, 1900? Voilà, très bien. C'est exactement ce que nous allons maintenant illustrer. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on sait en 2000 qu'on ne savait pas en 1900 et quelles sont les grandes étapes. Et en particulier, une des grandes étapes, c'est Bernard Liot et le coronographe. Alors Bernard Liot et son coronographe à l'Observatoire du Pic du Midi, on voit la photo, et Bernard Liot ensuite, qui a été vraiment très important. C'est lui qui a permis les premières descriptions de l'activité au cœur du Soleil. Oui, parce qu'il a permis avec son coronographe de cacher le disque du Soleil et qui a permis de voir de la surface
peut-être pas l'intérieur, mais la surface et l'extérieur. C'est plutôt la partie extérieure qui est devenue observable à partir de cette idée. Alors attention à tous, regardez bien ce document, il date de 1946, il est commenté par Paul Couder, donc commentaire d'époque. On va voir Les Flammes du Soleil, donc c'est le film de Bernard Liot. La couronne, enveloppe lumineuse du soleil telle qu'on la voit pendant une éclipse. Dans l'observation quotidienne, le spectacle est tout autre. Le disque du soleil, sans auréole, apparaît parsemé de taches qui sont des centres d'effervescence. Une colonne de gaz s'élève à 200 000 km. Sa tête penche et se morcelle. Parfois, des blocs longtemps inertes s'animent. La protubérance de droite semble badigeonner le dos de sa voisine comme font les peintres de l'affiche Ripollin. À cette échelle, la Terre aurait sur l'écran les dimensions d'une mandarine. Mais, tandis que l'autre bloc s'affaisse, la protubérance active grandit, se dilate, s'épanouit en volute. Ces débris retournent au Soleil. Dans tous ces films, les mouvements sont accélérés 500 ou 600 fois. Chaque minute de spectacle représente 10 heures de travail pour l'astronome qui prend 2 ou 3 images par minute. Parfois, un pont s'établit entre protubérances voisines. Un moignon émerge du tronc de gauche, s'allonge horizontalement, tâtonne à la recherche de sa route et rejoint un élément venu de droite. Cette formation plastique prend le profil d'un gigantesque reptile préhistorique. Un tentacule établit la liaison avec la surface. Mais regardons le milieu de l'écran. À 500 000 km d'altitude jaillit cette colonne. Ces éruptions apportent parfois des troubles violents dans nos communications télégraphiques et dans la radio. Des aurores boréales apparaissent jusqu'en France. Dans ce geyser dont les flots retombent en casque, la vitesse du jaillissement est telle qu'il atteint en quelques minutes 100 000 km d'altitude. Et maintenant, sur 700 000 km de base, une arche déploie ses torsades et s'envole. L'énergie mise en jeu est colossale. Une bombe atomique n'est rien en comparaison. C'est la plus grande protubérance filmée en juin 1946 par Roberts. Elle mérite que vous la voyiez une seconde fois. Les effets sur la Terre des violences du Soleil sont loin d'être tous connus. Il est capital d'étudier ces phénomènes dont l'influence sur l'homme et sur la vie pourrait n'être pas négligeable. Commentaire de 1946, l'influence pourrait ne pas être négligeable. Mais que de progrès depuis maintenant, Roger Maurice Bonnet? En particulier grâce à Bernard Liot, parce qu'aujourd'hui nous avons des satellites en orbite, comme le satellite SOHO, qui regardent le Soleil en permanence. On fait des éclipses artificielles en permanence sur le Soleil. Oui, le petit cercle que vous voyez là, c'est le diamètre du Soleil, c'est la taille du Soleil. Et l'éclipse que l'on fait avec le satellite SOHO, la lune artificielle que l'on place au foyer du satellite SOHO, c'est ce cercle-ci. Et ce que l'on voit, c'est une couronne en permanence. À tout instant, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et on peut, comme ceci, étudier les phénomènes qui sont induits auprès de notre planète par le Soleil lui-même. C'est très important. On voit à quel point c'est important. Alors, les images d'observation par le satellite SOHO du Soleil, nous allons les voir maintenant. Le satellite, il a été lancé en quelle année, SOHO? 2 décembre 1995. Voilà, c'était un peu la colle. Alors, je pense que Jean Cazin va nous montrer les images du satellite, du Soleil par le satellite SOHO. Voilà. Alors, voilà cette image qui s'anime. On voit cette bouffée énorme de gaz coronel qui s'échappe. Et ce qu'il y a de superbe dans cette image, c'est qu'on voit que partout, le Soleil s'active. Et donc, ces masses-là se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres à la seconde et vont atteindre la Terre quelques heures plus tard et induisent là des phénomènes qui sont extrêmement spectaculaires. Dans cette image-ci, la couronne n'est plus cachée, mais elle est visible sur tout le disque parce que le gaz qui émet cette lumière est très très chaud, 80 000 degrés, 100 000 degrés, des millions de degrés. Et on voit au pôle sud du Soleil le vent solaire qui s'échappe. Car cette couronne s'éloigne dans le milieu interplanétaire poussée par le vent solaire.
Ça, c'est une carte magnétique du Soleil. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Ça. Ah oui, c'est le champ magnétique. Ce qui est noir est un pôle nord, ce qui est sud est un pôle, ce qui est blanc est un pôle sud, clair, oui. ou l'inverse, peu importe. Oui. Et ceci, c'est la fluctuation permanente, ce tremblement de Soleil qui agite le Soleil en permanence. Et sur le disque solaire, on en a en ce moment des régions actives qui sont les sources potentielles de ces grandes éruptions qui vont perturber tous nos systèmes sur Terre, les lignes de courant électrique, les lignes à haute tension, les pipelines, les satellites artificiels. C'est que ça peut entraîner beaucoup de troubles pour nous. Bien sûr, nous sommes une civilisation électronique. Nous ne sommes plus nos ancêtres les Gaulois qui en fait regardaient les éclipses pour le seul plaisir. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par cette activité solaire car tous nos systèmes, les satellites de télécommunication, les satellites de télévision, le GPS sont absolument atteints par ces éruptions solaires. On raconte même qu'un jour, je crois, l'avion Air Force One de Reagan a disparu parce que pendant quelques minutes, il y avait un trouble sans doute manifeste venu du Soleil. Ah, tout à fait. Et nous avons vu en janvier 97 les gens de Kennedy Airport nous téléphoner pour nous demander est-ce qu'on peut faire décoller les avions. On a appris que Soho avait découvert une énorme éruption solaire. On leur a dit rassurez-vous, il n'y a quand même pas ce danger-là. Alors il faut aussi saluer le travail, le rôle du CNRS, je crois, qui est impliqué. Il y a plusieurs laboratoires qui travaillent pour les équipements. Hein. Ah, tout à fait. L'Institut d'astrophysique spatiale en particulier. Alors c'est un laboratoire tout à fait impliqué. Alors continuons à évoquer l'événement de demain avec vous, Alain Sirou, l'observation du lendemain durant la totalité sur la bande de centralité où nous nous trouvons ici même en Moselle avec plusieurs illustrations, Alain. Oui, je vais essayer de vous raconter ce qui va se passer. Ça fait un peu bizarre de vous dire écoutez bien ce qui va se passer demain, mais ça va se passer tellement rapidement qu'il faut que vous soyez très attentifs à quelque chose. La première, elle est peut-être la plus importante, c'est on ne voit pas venir le phénomène. C'est-à-dire que l'éclipse va durer à peu près 3 heures et le phénomène va commencer de façon très lente. C'est pas la Lune qui arrive devant le Soleil et qui passe devant et que tout devient noir. Ça n'existe pas. Le phénomène va commencer, allez, je vous fais ça environ à peu près, environ vers 11 heures du matin, où petit à petit, vous allez voir une ombre noire commencer à grignoter le Soleil. Ça va mettre 1h15. Vous allez vous apercevoir de pas grand-chose, sauf qu'avec vos lunettes, vous allez voir petit à petit le Soleil qui va s'écorner de plus en plus. Et ce sont les dernières minutes. Peut-être les 5 ou 10 dernières minutes qui sont les plus importantes. Au moment où il va commencer à rester un croissant de soleil, où il faut toujours se protéger, mais là, à ce moment-là, vous allez voir autour de vous les couleurs changer. Vous allez commencer à sentir la température baisser. On parle parfois de vent de l'éclipse. Vous allez voir, si vous regardez des feuilles, par exemple, des pics croissants de soleil se refléter là où il y a des ombres. Vous allez à ce moment-là comprendre que tout l'environnement dans son ensemble change. Et puis tout d'un coup, vous allez voir cette lumière argentée arriver. On est à quelques minutes de l'éclipse. La lumière va se transformer. Le soleil va avoir comme des irisations autour. À ce moment-là, regardez autour de vous. Regardez ce silence, regardez les animaux. Essayez d'attraper toute la modification de la nature. Et puis ça va encore s'accélérer. Très très vite, vous allez voir arriver en direction de l'ouest, et je vous conseille de regarder à l'ouest, avec un horizon dégagé, une ombre monstrueuse à 2850 km/h, l'ombre de la Lune qui va arriver vers vous et qui va vous engloutir. Toute la lumière aura changé. C'est une lumière très bizarre, très, très originale, très, très inquiétante, très froide. Oui, c'est ça, parce que alors, ce que vous me racontez, ça fout la trouille, votre truc, là. Non, c'est d'une beauté. Mais, alors, est-ce que ça fout la trouille ou est-ce que ça apaise? Est-ce que tout d'un coup, on se sent plus modeste, peut-être, je ne sais pas? Peut-être tout ça, parce que ce sont des réactions personnelles. C'est tous les sens de la peau qui réagissent. C'est à la fois je veux dire, la température, l'œil, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Et puis, évidemment, alors là, vous enlevez vos lunettes et vous regardez au ciel. Et ce que vous apercevez au ciel est quelque chose d'extraordinaire, parce que le soleil n'a pas disparu, il est devenu noir. C'est comme un œil noir. Et vous pouvez regarder autour une petite auréole rouge qu'on appelle la chromosphère, qui est très très belle. Vous avez vu les flammes du soleil, les fameuses protubérances, voilà. Cette chromosphère, c'est-à-dire en fait la couche... Ce sont les couleurs réelles là, ce sont les couleurs réelles. De voir demain. Oui, absolument. Et vous regardez vous regardez cette chromosphère et vous pourrez peut-être voir demain, le soleil est très actif, disait Roger Bonnet, des éruptions, ce qu'on appelle les protubérances, qui deviennent visibles à l'œil nu, uniquement à l'occasion des éclipses totales. Et puis, voilà, vous voyez ici sur cette image, cette flamme rouge d'un soleil très actif. Ça, vous ne pouvez l'observer qu'au moment de l'éclipse totale, encore une fois, directement à l'œil nu. Ça fait partie de la magie des éclipses, c'est des moments d'émotion. Et puis, évidemment, le spectacle, le grand spectacle, c'est cette couronne, cette auréole, qui en fait, elle-même brille comme pratiquement une pleine lune. Donc, il ne fait pas nuit. Et vous avez un soleil noir
entouré d'une lumière équivalente à une pleine lune, tout autour de vous, à 360 degrés, un coucher de soleil, les couleurs d'un coucher de soleil, et puis une émotion extraordinaire, le temps qui ne s'écoule pas de la même façon, et puis peut-être une peur aussi, l'impression... Mais ça, je ne sais pas, vous le vivrez vous-même, l'impression que ça ne va jamais revenir, qu'il y a quelque chose. Enfin, on comprend que les gens aient fait du bruit pour chasser ça, que ça foutait une trouille d'enfer. Bref, c'est beau, mais ce sera demain. Ce qui est formidable avec aussi bien André Braic, Roger Bonnet, Sylvie Vauclair, Hubert Reeves et vous-même, et Marie-Adèle Monchicourt, c'est que vous en parlez rudement bien de tout ça. Vous aimez ça, et on est heureux de participer dans chacune des étoiles à votre passion. On va retrouver maintenant Éric Perrin, qui se trouve à Bliesbruck, avec les préparatifs à Bliesbruck parmi les jeunes, justement, allemands et français, qui se retrouvent pour préparer l'éclipse de demain. Conférences scientifiques, ateliers, fêtes, on ne chôme pas ici à l'Astrocamp où 200 jeunes se sont réunis pendant 2 jours à l'occasion de cette éclipse totale. Il faut vous dire une chose, c'est que ce rassemblement qui est organisé à l'initiative de l'Association nationale sciences techniques pour la jeunesse, eh bien de jeunes astronomes, des astronomes amateurs vont réaliser des expériences exactement comme des scientifiques aguerris. Il y aura notamment l'envoi dans le ciel de cette nacelle équipée d'appareils photographiques. Elle montera jusqu'à 35 km d'altitude, entre 25 et 30 km. Elle prendra des photos à la fois de l'éclipse et à la fois de la zone d'ombre. Alors, petite précision, elle redescendra sur Terre après, ni dans le Gers, ni sur Paris. Il y a un numéro de téléphone dessus, donc surtout si vous la trouvez, eh bien, vous pouvez téléphoner pour envoyer ces photos qui permettront des observations. Alors, je me rapproche du feu parce qu'il y a une ambiance un peu digne d'Astérix et Obélix ici. On a fini les 2 sangliers. Philippe Brunella, vous êtes archéologue. J'aimerais savoir le lien qu'il y a en fait entre l'observation des astres et puis l'étude, comme vous faites vous, de nos ancêtres, les Gallo-Romains. En fait, les archéologues et les astronomes sont des scientifiques en quête des connaissances sur les mystères essentiels de la vie. Et tous deux, nous recherchons les traces de ce passé. Nous envions beaucoup les astronomes. Pourquoi ? Parce que nous, on travaille sur des vestiges de la culture matérielle et architecturale. Eux, ils ont la chance de voir le passé en direct. C'est-à-dire ? Ils voient par exemple la lumière du soleil qui, je crois, a mis 8 minutes à nous parvenir. Ils voient des étoiles qui ont émis leur lumière il y a plusieurs milliers d'années. Et tout à l'heure, parce que le ciel est clément, nous allons observer une étoile dont la lumière a été émise il y a 1850 ans. C'est-à-dire au moment où cette ville gallo-romaine, au moment où ces termes résonnaient des discussions animées de ces gallo-romains qui vivaient ici. Il n'y a pas à dire, il y a quelque chose de magique dans la science, d'autant plus magique que règne en fait ici une ambiance qui est digne de celle qui va régner à travers toute l'Europe demain durant l'éclipse totale. Alors à l'initiative de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, eh bien, de jeunes Français, de jeunes Allemands se sont joints à ces astronomes amateurs pour vivre cette soirée. Il y a notamment Lisa. Alors vous venez de Bavière, c'est une première pour vous en fait. Oui, c'est la première fois que je vois une éclipse et c'est pour ça que je suis venue ici avec l'OFAGE pour voir cette éclipse. Il y a une ambiance particulière ? Oui, je trouve que c'est une ambiance très spéciale. L'OFAGE a vraiment fait des trucs très spéciaux comme par exemple des activités, des expériences, des conférences, de la musique, tout ça. Alors c'est vrai on partage beaucoup de choses ici et il y en a qui ont une chance, par exemple comme Hugues, c'est que lui il a déjà vécu une éclipse totale. À l'époque il avait 16 ans, il n'est pas beaucoup plus vieux, hein, il a 25 ans. C'était dans quel pays et puis est-ce que tu pourrais un peu nous raconter cette fameuse expérience ? Effectivement, c'était à l'occasion d'un centre de vacances organisé par la NSTJ. Dans quel pays ? En Finlande, donc c'était un camp itinérant et j'ai eu le privilège effectivement de voir une éclipse. Malheureusement, elle était derrière les nuages, donc j'espère que pour cette fois-ci, eh ben, on aura plus de chance. Qu'est-ce qui se passe? Alors raconte-nous, parce qu'on a lu beaucoup de choses, mais toi qui l'as vécu, est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, c'est un phénomène extraordinaire, rien que par le fait que la nuit arrive en pleine journée. De plus, cette année-là, l'éclipse s'est produite très peu de temps avant le lever du soleil. Donc à peine le soleil levé, on était replongé dans la nuit. Est-ce qu'il y a ce fameux vent, ce fameux souffle? Exactement, oui. Il y a un vent qui est créé par le passage, en fait, par l'absence d'éclairage à un certain point. Donc il y a un transfert d'air qui se crée, donc un souffle assez profond. Et puis, bien entendu, il y a un froid qui est à peu près ces 5 degrés. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans son corps.
Alors ça met l'eau à la bouche. Il faut dire que l'astronomie attire de plus en plus de jeunes. Il y a notamment Pia qui a 17 ans, qui vient de Paris. Alors toi, tu as fait tout récemment un stage d'observation dans les Alpes. Est-ce que d'après toi, des sciences comme par exemple l'astronomie, ça permet aussi de rencontrer des personnes et puis d'échanger des expériences? C'est vrai que bon, on a fait un camp astro, on s'est beaucoup organisé autour de l'activité, mais que au-delà de l'astronomie, on a appris à vivre en groupe, on a appris, grâce à un outil, le forum, à agir en tant que citoyen, de prendre des décisions en groupe, de faire des grands ménages en groupe, de prendre certaines photos de certains paysages et de pouvoir organiser notre vie et nos activités astronomiques, entre autres. Alors nous, on va continuer sur la fête parce que ça va durer toute la soirée, notamment avec le groupe Sacrément Chaud. Ils viennent de Bois, ce sont des percussions africaines. Et on vous laisse sur leurs exploits, leurs danses et leurs chants. Voilà, et on retrouvera demain Éric Perrin, mais il sera à Sainte-Croix dans un parc animalier où il y a des loups. Et je sais que c'est important d'observer, je crois, André Braich, les animaux, les loups. On sera en direct demain pour ça. C'est étonnant parce que le chat, il réagit tout de suite. Le chien, selon son intelligence, il réagit plus ou moins. L'oiseau, il se couche. On raconte des histoires, ça je ne l'ai pas vécu, de gens ayant une ombrelle au moment d'une éclipse, pas loin de la mer. La mouette s'est couchée, s'est retrouvée avec l'ombrelle sur le... Non. Exactement. Mais je vous crois pas. Ah mais je vous assure. La chauve-souris dit tiens, c'est le moment d'aller chasser. Oh pardon, je me suis trompé parce que ça dure pas longtemps. Le cochon, le temps qu'il comprenne, c'est fini. Enfin, certains prétendent que le cochon est très intelligent, donc il se dit c'est pas la peine, ça va pas durer longtemps. Mais de toute manière, le comportement des animaux était... Et ce qui serait extraordinaire, mais je crains qu'on n'ait pas le temps demain, si vous pouviez avoir sous la main une tribu de papous ou une tribu d'aborigènes, regarde, vous les prévenez pas, vous voyez l'éclipse et vous imaginez comment vos ancêtres ont réagi il y a 20 000 ans. Et là, ils étaient surpris quand même. Et c'est extraordinaire. Et on comprend pourquoi il y a toute cette pensée magique, étonnante autour des éclipses. Mais mes même parents m'avaient pas dit que je descendais des papous, mais c'est possible. Il y a des voyages. Oui, merci André. Alors, revenons donc au thème de cette 9e nuit des étoiles, d'essayer de faire un retour, de faire une sorte de bilan de ce siècle. Qu'est-ce que nous avons appris des étoiles au cours de ce 20e siècle? Oui, précisément, c'est ce que nous allons voir. Nous avons appris que les étoiles naissent, vivent et meurent. Et nous avons des documents absolument magnifiques aujourd'hui qui nous illustrent des phases de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles. Alors comme tous les deux, avec Sylvie Auclair, vous avez de jolies baguettes de maître d'école. Vous allez aller tous les deux tranquillement nous expliquer tout ça. Juste une question, la mort du Soleil, c'est dans combien de temps? 5 milliards d'années. Ah bon, pas merci de panique. beaucoup. Oui, merci beaucoup, on aura le temps. Alors faites très attention de ne pas glisser sur ce parquet légèrement humide. Et donc voici une première, une explication uniquement faite par Sylvie Auclair et Hubert Reeves sur les étoiles et la naissance des étoiles. Hubert. Alors voilà en direct des étoiles en train de naître dans un grand nuage. Voilà ces grands piliers que vous voyez là, ce sont des endroits où des étoiles sont en train de naître. C'est la nébuleuse de l'Aigle et c'est tout à fait le bord de la nébuleuse. Et c'est vrai qu'on voit des piliers, mais il faut dire que ce sont des très grands piliers parce qu'ils font une année-lumière ici. Une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Et ces piliers, on peut les expliquer un petit peu. Ça ressemble un peu aux demoiselles coiffées, ces structures qu'on peut voir sur la Terre qui sont érodées par le vent et la pluie. Alors là, c'est aussi une érosion, mais ce n'est pas le vent et la pluie, c'est le rayonnement ultraviolet qui vient du haut. Là. Nous les retrouvons toutes les trois. C'est un zoom sur l'image précédente. Nous les retrouvons toutes les trois. Et voilà des lieux. Ces éperons-là sont des lieux où des étoiles sont en train de naître. Des nouvelles étoiles comme le Soleil sont en train de naître. Le Soleil est peut-être né de cette manière-là. Comme le Soleil est né de cette façon il y a 4 milliards 500 millions d'années environ. Là, c'est tout à fait la tête d'un de ces piliers et on voit de mieux des endroits où se forment des nouvelles étoiles. Voilà, donc les pouponnières d'étoiles, des lieux où en ce moment même des étoiles sont en train de naître. Parce que les étoiles ne naissent pas toutes seules. On est beaucoup d'étoiles à la fois. Là, on peut Elles naissent en groupe, comme les chats, les poissons. Il y en a qui naissent doubles, il y en a qui naissent simples, mais même celles qui naissent simples naissent en groupe. Et maintenant, nous allons voir des documents magnifiques sur la mort des étoiles. Comment les étoiles meurent. Phénomène important, parmi ces étoiles qui naissent, il y en a apparemment qui ont quelque chose qui ressemble à des systèmes solaires, donc peut-être des futurs systèmes solaires. Et cette bande noire que vous voyez
pourrait être, et vraisemblablement, un disque dans lequel des planètes sont en train de se former. Oui, c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont des disques et il y en a qui n'en ont pas. Hein, oui. on voit des étoiles jeunes à disques et des étoiles jeunes qui n'en ont pas. Très grand nombre de cas de figure. L'étoile est là au centre, on ne la voit pas, elle est cachée par la poussière du disque, mais on voit sa lumière ici. Et dans la photo suivante... Oui, là c'est un jet qui s'échappe de l'étoile et là aussi c'est un phénomène qu'on a découvert assez récemment, que les étoiles jeunes peuvent émettre des jets de matière. Voilà, un phénomène qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en astronomie. Par exemple, le fait que les étoiles jeunes émettent des jets, que les galaxies qui ont des trous noirs au centre émettent des jets. Ces jets de matière qui partent dans les deux directions sont un des grands mystères présents de l'astrophysique. Alors voilà pour la vie et la mort des étoiles. Non, mais... on n'a pas encore vu, on a vu la naissance. La mort, alors, on arrive maintenant. Oui. Voilà la mort d'une étoile. Ah bon, oui. C'était la naissance. Voilà la mort d'une étoile, une étoile qui éjecte. En fait, c'est la mort du Soleil, probablement, dans 5 milliards d'années, qui se produira de cette manière-là. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qui est actuellement le Soleil va devenir une nébuleuse, comme ceci, une très grande nébuleuse qui va englober les planètes, peut-être la Terre, ça va être à la limite. Et au centre, il reste une petite étoile. Un petit noyau qui deviendra une naine blanche. Voilà. Et on va revoir à nouveau dans l'image suivante. Et là, un phénomène très important. Ce vert ici, cette couleur verte, c'est émis par des atomes d'oxygène. Et ça, c'est un phénomène fondamental de notre période. On a appris que les éléments chimiques, tous les éléments chimiques, carbone, azote, oxygène, se forment à l'intérieur des étoiles et sont éjectés à la mort des étoiles. Le vert, c'est de l'oxygène, le rouge, c'est de l'azote, de l'hydrogène. Ce phénomène, on a découvert d'où viennent les éléments chimiques. Ils viennent de l'intérieur des étoiles, ils sont éjectés à la mort des étoiles. Les éléments chimiques qui nous composent nous-mêmes, qui composent la matière qui est autour de nous et dont nous sommes faits nous-mêmes. Nous sommes faits. Il faut dire que c'est aussi une fin d'étoile, c'est simplement un petit peu différent. En fait, on ne sait pas exactement comment le Soleil va terminer sa vie. On sait qu'il va éjecter de la matière, mais de quelle manière? Là, on a vu plusieurs exemples. Mais ça veut dire qu'il va s'assombrir, qu'il va... il va devenir plus rouge, il va se refroidir un peu. Le Soleil, actuellement en surface à 5800 degrés, il va se refroidir un peu, mais ce sera quand même très chaud. La fin de la Terre, c'est quand même quelque chose de très chaud. Au niveau de la Terre, il va faire chaud. Il faut dire quand même que ça va mettre du temps. Par des masses de gaz qui sont éjectées de l'étoile, comme ce qu'on voit maintenant. Il faut dire que ça va mettre du temps. Ça va se passer dans 5 milliards d'années et ça met de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. C'est très différent d'une explosion d'étoiles. Parce que la fin de la vie d'une étoile plus massive que le Soleil, c'est différent. Ça va exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. Mais le Soleil ne sera pas une supernova. Qui s'appelle une supernova. Alors, supernova, ça aussi, c'est une des grandes choses. C'était celle de 1987. 87, exactement. 23 février 87, explosion dans les nuages de Magellan, dont nous allons voir maintenant un document. Voilà, c'est un document qui a été tourné au Chili. Et au départ, il y a un peu de hasard. Et le hasard, ça sert souvent beaucoup la connaissance. Tout à fait. Il faut profiter de tous les c'est commenté par Marie-Odile Monchico. Un soir du mois de février 1987, au Chili, des astronomes du monde entier se préparent à observer le ciel. Ils ne se doutent pas alors que dans quelques heures, ils vont être les premiers témoins d'un événement qui bouleversera la communauté scientifique du monde entier. Lorsque, la nuit venue,